Nous sommes le 10 juin 1978. Nancy vient de remporter la Coupe de France avec un certain Michel Platini dans son équipe, un Michel Platini qui est en Argentine avec l'équipe de France pour disputer la Coupe du Monde 1978. Après 2 défaites, l'équipe de France va affronter la Hongrie pour son 3e et dernier match de poule. Déjà éliminés, les 2 équipes veulent sauver l'honneur. Problème, 30 minutes avant le coup d'envoi, les joueurs se rendent compte qu'ils vont s'affronter avec le maillot d'une même couleur. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du jour où l'équipe de France a joué avec un maillot blanc rayé vert ou vice versa, comme vous voulez. Comment ce match pour du beurre qui aurait dû passer inaperçu est finalement rentré à sa manière dans l'histoire de l'équipe de France et de la Coupe du Monde. D'abord, un petit peu de contexte. Je vous ai dit que c'était un match de l'équipe de France dans la Coupe du Monde 1978. Il faut savoir qu'à l'époque, l'équipe de France et la Coupe du Monde n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Hormis la demi-finale en 1958 avec Raymond Kopa, la France ne s'est qualifiée qu'une seule fois pour la Coupe du Monde. C'était en Angleterre en 66 et elle avait terminé dernier de son groupe. À l'Euro, c'est pas beaucoup mieux. La France a terminé à chaque fois 3e de son groupe et n'a pas vu les phases finales. À cette époque, dans les années 70, il faut bien comprendre que l'équipe de France ne fait peur à personne. Le format de la compétition, lui aussi, est bien différent. Vous l'imaginez, en 78, il n'y a que 16 équipes. Pour vous donner un ordre d'idée, la prochaine Coupe du Monde en 2026, il y en aura 4 fois plus. Il y en aura 48. C'est énorme. Il y a donc 16 participants répartis dans les différentes zones du monde et là encore, vous allez le voir, c'est pas du tout équilibré. Dans la zone Europe, on a 9 places, dont 8 places qualificatives, plus la RFA, championne du monde en titre, donc l'Allemagne de l'Ouest. Pour la zone Amérique du Sud, on a 3 places, 2 places qualificatives, plus le pays organisateur, l'Argentine. On a ensuite une place pour l'Afrique, une place pour l'Asie-Océanie, et une place pour l'Amérique du Nord, Amérique centrale, Caraïbes. Et enfin, si vous avez bien compté, là ça nous fait 15 places, on a une place en plus, une place de barrage qui se disputera entre un pays d'Amérique du Sud et un pays de la zone Europe. Pour ce qui est de la compétition, les 16 équipes sont réparties dans 4 groupes de 4 équipes qui vont toutes s'affronter entre elles. Jusque-là, ça va, il n'y a pas trop de changements, c'est ensuite que ça va changer. Les 2 premières équipes de chaque groupe, donc les 8 premières, sont remis dans 2 groupes de 4 équipes qui vont de nouveau s'affronter entre elles. Donc on n'a pas du tout ce système de 8e, quart, demi-finale, de phase à élimination directe comme on connaît aujourd'hui. Donc on a ce 2e groupe et les 2 premières équipes de chaque groupe vont ensuite être qualifiées pour la finale et donc s'affronter. Ce qui fait que donc à l'époque, on a beaucoup plus de faux pas autorisés, donc une équipe qui en finale peut avoir perdu un match, voire 2 dans la compétition, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Dans cette Coupe du Monde, la France se retrouve dans un groupe extrêmement relevé avec le pays organisateur et futur vainqueur, l'Argentine, l'Italie, une très grosse équipe à l'époque, et la Hongrie. Premier match face à l'Italie, je vous l'ai dit, ça reste une des meilleures équipes du monde, défaite 2-1. Deuxième match face au pays organisateur, l'Argentine, même tarif 2-1, et donc la France est logiquement éliminée au bout des 2 premiers matchs. Il faut savoir que cette Coupe du Monde se dispute dans un contexte particulier puisque l'Argentine est à l'époque sous régime militaire dictatorial avec Jorge Videla. Avant la Coupe du Monde, en France, il y avait eu notamment beaucoup d'appels au boycott. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Est-ce qu'il faut mêler sport et politique? Est-ce qu'il faut aller jouer dans un pays sous régime dictatorial? On a eu le cas très récemment avec le Qatar. Est-ce qu'il fallait jouer la Coupe du Monde au Qatar? C'était le cas notamment aussi avec la Russie. Il y a eu des débats. Ça sera le cas sûrement avec l'Arabie Saoudite. Le plus connu, c'est évidemment l'Allemagne en 1936 avec les Jeux Olympiques. Voilà, il y a souvent eu des pays comme ça. Est-ce qu'il faut les affronter? Est-ce qu'il faut aller jouer un match? L'équipe de France, après plusieurs mois de discussion, de débat, de boycott, va finalement décider d'aller jouer le match et que le sport, ça reste du sport. Il y a un événement qui est quand même à noter avant cette Coupe du Monde, c'est l'enlèvement de Michel Hidalgo, le sélectionneur de l'équipe de France. Et on m'a demandé de descendre et de suivre quelqu'un qui me menaçait avec un pistolet, de le suivre jusqu'au petit bois qui se trouvait à 50 mètres. Là. Il y avait ce revolver dans le dos et je pensais que c'était quand même qu'il me restait que peu de temps à vivre. Alors c'est assez flou, est-ce qu'il a été enlevé justement pour ne pas partir en Argentine? En tout cas, tout ça se déroule dans un contexte extrêmement tendu. Cette Coupe du Monde 1978, un petit peu à la manière de l'Allemagne en 36, va être tournée vraiment pour l'Argentine. On sait que dès le début, la junte militaire va vouloir que ce soit l'Argentine qui gagne. Il y a 2 gros épisodes dans la Coupe du Monde qui posent question sur la corruption de l'équipe et puis de toute l'instance de la FIFA. Il y a cette victoire 6-0 face au Pérou de l'Argentine, score exact qui permet à l'Argentine de se qualifier pour la finale.
Voilà, on apprendra par la suite qu'il y a eu des accords entre le Pérou et l'Argentine, donc battez-vous hein, bien sûr, mais si vous pouvez perdre 6-0, c'est quand même mieux. On a aussi eu le changement d'arbitre juste avant la finale. Le régime a tout simplement décidé de changer l'arbitre parce qu'il lui convenait pas. Donc voilà, 2 épisodes qui montrent clairement que la junte militaire est intervenue pour que l'Argentine gagne la Coupe du Monde. Il y a même une déclaration qui est restée extrêmement populaire de Ruud Krol, international hollandais, qui dira après la Coupe du Monde, la mafia nous a eu. Petit détour avant de vous raconter le match face à la Hongrie et cette histoire des maillots verts. Avant la compétition et avant le match face à l'Italie, il y a un conflit qui commence à grossir entre les joueurs de l'équipe de France et Adidas, donc l'équipementier des Bleus. Tout simplement, les joueurs de l'équipe de France ne sont pas satisfaits des primes qu'ils reçoivent par rapport aux autres équipes équipées par Adidas. Ça fait beaucoup d'équipes dans la même phrase, mais si vous voulez, à l'époque, on parle de 500 francs de primes et les joueurs de l'équipe de France ne reçoivent pas la même somme. Il y a 2 joueurs qui sont missionnés par les Bleus pour aller discuter avec l'équipementier Adidas, Marius Trésor et Henri Michel. Vous allez voir, on va en reparler un petit peu plus tard. Ils vont aller voir Adidas et François Remetté, ancien international français, qui vont leur dire tout simplement non. Voilà, tout simplement, ils vont leur dire non, on garde les primes comme elles sont. Pourquoi Marius Trésor et Henri Michel? Parce que c'était les 2 seuls qui étaient sous contrat directement avec Adidas. Faut se dire que c'est pas du tout les mêmes sommes que maintenant. Les joueurs de l'équipe de France qui avaient du cirage à apposer, à mettre sur leurs chaussures, sur les 3 bandes qu'on connaît d'Adidas, donc les bandes blanches sur les chaussures noires, ils avaient du cirage à mettre pour qu'on voit mieux à la télé les chaussures. Et ben là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre du cirage foncé pour qu'on voit moins justement les bandes Adidas sur les chaussures. On appellera plus tard ça la révolte des pinceaux, parce que voilà, ils ont peint leurs chaussures. Après le match, il y aura une débat et une question soulevée. Est-ce que les joueurs étaient plus intéressés par les primes et par l'argent que par le match? Ça vient notamment d'une déclaration du médecin de l'équipe de France. Évidemment, les joueurs, ce qu'ils répondent, et en premier Marius Trésor, c'est que non, s'ils avaient pu gagner le match, ils auraient gagné. Et évidemment, vous en doutez, les Bleus, avec le mal qu'ils ont eu à se qualifier pour la Coupe du Monde, je vous en ai parlé depuis 66, c'est la première qualification. Évidemment qu'ils n'allaient pas là-bas pour perdre, ils allaient pour se battre. J'ai regardé le match pour préparer la vidéo, logiquement l'Italie a gagné et était au-dessus. Voilà, c'était un nouvel épisode dans cette Coupe du Monde 78 qui est vraiment riche en histoire. On arrive donc à ce match qui nous intéresse, 3e match de poule entre la France et la Hongrie, un match presque dénué d'intérêt puisque les 2 équipes étaient déjà éliminées, c'est un match pour l'honneur. Rapidement, la Hongrie à cette période, c'est un petit peu comme l'équipe de France, c'est un pays, une sélection qui pense à sa gloire passée, notamment on pense au Puskás. Voilà, c'est 2 équipes qui sont craintes presque par personne, qui sont là malgré tout à cette Coupe du Monde. Mais bon, voilà, elles vont s'affronter pour savoir qui terminera 3e et l'autre dernière du groupe. C'est donc un match qui aurait dû être sans histoire. On est le 10 juin 1978 à Mar del Plata. On est au sud-est de la capitale argentine, Buenos Aires. Les 2 équipes sont donc chacune dans leur vestiaire. Elles se préparent. La jambe gauche, la chaussette gauche, la jambe droite, la chaussette droite. D'abord la jambe gauche, toujours. Chaussette, chaussure. Puis la jambe droite. Le petit short, le maillot, enfin voilà, vous connaissez les protège tibias, les crampons. On va dans le couloir, on rencontre l'autre équipe et on met le petit zip. Et là, apparemment, Henri Michel, dont on revient à celui de tout à l'heure, discute avec un Hongrois et il voit, hop, un petit morceau de colle dépassé de son survêtement et il voit que c'est blanc. Sauf que lui, Henri Michel, il sait qu'il a mis un maillot blanc sous son survêtement et donc il commence à parler hongrois. Il dit « Ah, Hungarian white? Non, 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 French white. » Le match est dans moins d'1 heure, les 2 équipes ont un maillot blanc, elles vont pour s'entraîner sur le terrain. Et là, on se rend compte que sous le survêtement, il y a 2 maillots blancs. Comment on va faire? Parce que déjà, on va pas pouvoir dissocier les joueurs, même si on voit l'écusson, mais à la télé, on peut pas. Comment on va faire? Le fautif de cette histoire, c'est l'intendant de l'équipe de France, Henri Patrel, qui pensait que les joueurs allaient jouer en blanc et donc a laissé les maillots bleus, parce qu'ils auraient tout simplement pu changer de maillot, mettre le maillot classique, le maillot bleu, sauf qu'il a laissé le maillot bleu à Buenos Aires, à 400 km de là. Vous vous doutez bien que 1 heure avant le coup d'envoi du match, c'est impossible d'aller à Buenos Aires, de faire l'aller-retour pour aller chercher le maillot bleu. Il n'y a donc pas de maillot de rechange. Il y a aussi une raison, les Hongrois, eux, avaient apporté leur maillot rouge, et alors j'ai pas vraiment trouvé la raison exacte de pourquoi les Français n'ont pas porté le maillot rouge, sûrement parce qu'il y avait l'écusson de la Hongrie, et que même au niveau des numéros, peut-être que c'était pas tout à fait légal. Quoi qu'il en soit, les Bleus doivent trouver un maillot d'une couleur différente, ils ne peuvent pas jouer en blanc. La solution est toute trouvée, les Bleus vont envoyer un groupe de motards dans les rues de Mar del Plata à la recherche de maillots différents, d'une couleur différente. Ils vont donc aller voir des clubs locaux et ils vont aller voir le club de l'Atlético Kimberley qui joue avec un maillot blanc à rayures vertes ou vice versa. Et donc au bout de 3/4 d'heure, les Bleus voient revenir les motards avec les maillots du club de Kimberley, donc c'est des maillots à manches longues, on est en plein été.
On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ils n'ont pas le choix, le match doit déjà avoir commencé, ils ont déjà du retard parce qu'ils ne pouvaient pas commencer le match, ils n'allaient pas jouer torse nu, et il faut bien se dire que c'est un match qui est retransmis dans le monde entier, en Hongrie, en France. Les joueurs de l'équipe de France vont donc enfiler ce maillot vert à rayures blanches, le survêtement au-dessus toujours, ils vont rentrer sur la pelouse avec les Hongrois, vous vous doutez bien, ils se font siffler, ils se font huer, ils ont 45 minutes, une demi-heure, voire presque une heure de retard suivant les versions. Ils chantent l'hymne national, chaque pays, et puis là, hop, au moment de baisser le survêtement, on se rend compte que sous le sous-vêtement bleu, avec le logo équipe de France, il y a ce maillot vert de l'Athletic Club de Kimberley, c'est pas facile à dire, et ils vont jouer donc avec ce maillot. L'anecdote sur l'anecdote qui est un petit peu sympa, c'est que ce club, qui est un club historique de Mar del Plata, était tenu longtemps par des pêcheurs. On a souvent dit, donc c'est souvent raconté, que les joueurs de l'équipe de France ont porté un maillot de pêcheur en Coupe du Monde. Ce qui est totalement fou, c'est de se dire qu'à ce niveau-là, il n'y avait pas de jeu de maillot, on est dans les années 70, l'organisation n'est pas aussi poussée qu'actuellement, mais ça reste quand même une énorme surprise et on va le dire quand même, Henri Patrel, c'est un petit peu incompétent. Il se fera d'ailleurs virer pas trop longtemps après. La suite de ce match, eh bien, les joueurs de l'équipe de France vont jouer avec ce maillot blanc et vert. Ils n'ont pas du tout l'impression de jouer avec leur maillot. C'est extrêmement bizarre de jouer avec un maillot dont t'as pas l'habitude. C'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes choses. Et puis, c'est pas surtout les mêmes couleurs pour se repérer entre coéquipiers. Mine de rien, ça joue dans les automatismes. Ça n'empêchera pas les Bleus de sauver l'honneur. Résultat final, 3-1. Ça fait plaisir, que des buts en première période, et on va rapidement parler du match. Pour l'avoir regardé quelques extraits pour préparer cette vidéo, c'est un football qui était totalement différent. Il y a beaucoup moins de pressing, c'est beaucoup moins athlétique, beaucoup moins fort. On sent que les joueurs sont plus techniques, c'est plus fin techniquement, c'est beaucoup plus gracieux, et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à revoir quelques extraits de ce match. Et puis vous le voyez, il y a des buts qui sont franchement pas mal. Un autre point qui m'a étonnamment surpris, c'est les tribunes. Les tribunes sont presque vides alors qu'on est à une Coupe du Monde en Argentine. Ok, je comprends que c'est un match qui n'intéresse peut-être moins les locaux et qui est dénué d'intérêt parce que forcément les deux équipes sont déjà éliminées, mais ça reste malgré tout un match de Coupe du Monde. Aujourd'hui, un France-Hongrie, même au Qatar, je suis sûr qu'il aurait été à guichet fermé. Autre chose que je voulais aborder avec vous et qui est hyper intéressant, je trouve, donc là on s'éloigne un petit peu de l'histoire des maillots et d'anecdotes, c'est que cette Coupe du Monde, c'est vraiment un point fondateur de l'histoire du football français. Vous allez me dire pourquoi. Hidalgo, c'est vraiment lui qui a insufflé la rage de vaincre dans cette équipe de France. À l'époque, on avait surtout le souvenir de 56 avec Raymond Kopa, mais je vous l'ai dit, après, on n'a plus rien eu pendant 20 ans. Et 78, donc c'est la première qualification depuis 66. Après, on a l'Euro 84 avec la victoire, et ça va vraiment être un déclic. 78, c'est le début de 84, parce que toute cette génération, les Platini, le carré magique qu'on va avoir à son apothéose dans les années 80, tout ça, ça a été débloqué par le sélectionneur Hidalgo. En fait, il a donné vraiment cette envie de gagner à ses joueurs, quelque chose qui à l'époque n'existait pas en France. On se disait que la France ne pouvait pas gagner. C'est quelque chose qui ressort vraiment de cette époque-là. Et donc, cette génération 84 qui a gagné le premier trophée de l'histoire de France, on se dit enfin, parce que vraiment on l'attendait depuis longtemps, mais c'est ça qui va tout débloquer par la suite, qui va débloquer 98, parce que les joueurs de 98, ils ont grandi avec 84. 98, ça va débloquer forcément après tout ce qui s'ensuit, 2006, puis après voilà, 2016, 2018, 2022, on a eu cette culture de la victoire qui n'existait pas avant. Et ça, on l'a eu dans le foot, mais ça a aussi débloqué dans d'autres sports collectifs. Ça a débloqué les mentalités françaises sportives pour se dire on est capable de gagner, et vraiment cet impact de 78, c'est une petite graine qui a germé pour ensuite permettre à plein d'autres sportifs français de gagner. On s'est rapidement éloigné du sujet de la vidéo, mais je trouvais ça super intéressant de revenir sur le contexte et de vous partager ça. Pour terminer donc cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner comme ça en vrac quelques maillots assez insolites de l'équipe de France qui ne méritent pas une vidéo. Récemment, on a eu en 2011 le maillot marinière, voilà. J'ai pas forcément d'avis dessus, c'est plutôt joli, voilà, ça va bien au teint à Adil Rami. Je sais pas, je trouve que ça fait pas maillot de foot, et peut-être que s'il avait sorti plus tard, là, maintenant, comme les maillots sont devenus vraiment peut-être presque des tenues de streetwear, ça aurait pu mieux fonctionner aujourd'hui. En 2011, c'était peut-être un peu trop. On a aussi eu le maillot rouge et le retour du maillot rouge en 2008. C'était d'ailleurs face à un match contre l'Espagne. L'Espagne d'habitude qui joue en rouge, bah là cette fois-ci c'était nous les Espagnols. Bon, ça a jamais vraiment pris, ça a jamais vraiment réussi aux Français. On avait eu aussi un match déjà en 86. C'est un maillot qui est jamais vraiment rentré dans l'esprit populaire parce que les joueurs de foot, ils ont un maillot bleu, on les appelle les bleus, et le maillot extérieur c'est blanc. Voilà, c'est quelque chose qui est assez ancré, et pour nous, dans l'imaginaire collectif,
En rouge, c'est l'Espagne. Et je voulais par contre, sur ce maillot rouge, vous partager une déclaration exceptionnelle de Raymond Domenech. On a le droit d'évoluer, de changer. Je trouve que c'est en plus un vrai respect de nos couleurs, puisque c'est bleu, blanc, rouge. Il y a aussi une page en rouge de l'équipe de France. Il est beau. Il me plaît, il me va bien en plus, il me va bien au teint. Un peu plus tôt encore, on avait eu en 2004 un maillot vintage anniversaire qui a pas pris, enfin en fait c'était un maillot anniversaire mais ça s'est pas bien passé puisque vous le voyez c'était pas les matières actuelles, enfin en tout cas de il y a 20 ans en 2004 et les joueurs ont transpiré, il faisait chaud, c'était au mois de juin je crois et donc voilà le maillot a changé de couleur, il est très beau mais un peu flop. Et la deuxième anecdote des maillots de l'équipe de France qui j'en suis sûr va plaire aux supporters lyonnais et stéphanois, c'est en 1969, encore une fois face à la Hongrie, l'équipe de France qui va jouer avec un maillot de l'Olympique Lyonnais. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien à l'époque c'était pas du tout les mêmes règles d'affrontement entre les pays, il n'y avait pas toutes ces règles de la FIFA et donc le match entre la France et la Hongrie c'était pas vraiment un match officiel, c'était certes les deux sélections mais c'était l'équipe de France A' espoir, la Hongrie voulait pas en fait que ça compte dans son bilan. Tout ce qu'il faut retenir c'est que c'est un match qui n'a pas vraiment compté dans les statistiques de FIFA mais qui a bien eu lieu entre la France et la Hongrie et des Stéphanois ont porté le maillot de l'Olympique Lyonnais et ça je trouve ça magnifique quand on voit Jean-Michel Larquet, Hervé Revelli ou Georges Beretta sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, je suis sûr que ça plaît aux Stéphanois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Comme d'habitude, le plus important, j'espère que vous avez appris plein de choses. Il y a eu plusieurs anecdotes que j'ai disséminées tout au long de la vidéo. Peut-être que vous les connaissiez, peut-être que vous les avez apprises, en tout cas, le plus important, c'est que vous les reteniez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être encore une histoire de foot, autre chose, je sais pas, on verra, je sais pas encore, j'ai pas prévu. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt. Salut tout le monde.